Qu'ils servent à fabriquer des bijoux ou qu'ils soient d'investissement, cela fait des milliers d'années que l'or attise toutes les convoitises. Selon les experts, l'intégralité du métal jaune extrait depuis la nuit des temps pourrait être représentée par un cube de seulement plus ou moins 20 mètres de côté. Alors pour mieux comprendre ce qui se cache derrière l'intérêt porté à l'endroit de cette relique barbare, nous avons échangé avec Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Nous sommes également allés à la rencontre de professionnels du secteur qui nous ont ouvert un accès à des coffres particulièrement bien gardés. Pour parler d'or d'investissement, nous avons eu un privilège énorme, visiter la salle blanche d'une société de stockage dont le lieu est tenu secret naturellement. On y va tout de suite. Bonjour Étienne Dargent. Bonjour Tom. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu, après tous les process de sécurité, où sommes-nous précisément ? Absolument, donc là on se trouve aujourd'hui dans une des salles blanches de notre partenaire de stockage, Malkéamit. Voilà, parce que pas si précisément finalement, puisqu'on ne dévoile pas le lieu exact. On évite, voilà, par rapport à notre domaine de compétences, on évite de cibler les stocks finalement. Donc, il y a plusieurs villes stratégiques, on a évoqué Toronto. Voilà, en ville stratégique souvent on parle, en tout cas nous ce sont celles avec qui on travaille finalement pour nos clients, donc on va dire Zurich, Singapour, Toronto et New York. Voilà, parce que vous n'êtes pas Malkéamit, mais une société qui s'appelle Goldbroker et qui ne stocke pas l'or et les métaux précieux, mais qui facilite finalement l'achat-revente d'or et de métaux précieux, c'est bien ça? Absolument, c'est ça. Donc on dit spécialisé dans l'achat, vente et stockage de métaux précieux. Par contre, le stockage, lui, est opéré uniquement par Malkéamit, donc qui est une société donc, indépendante de Goldbroker, et spécialisé donc, dans le gardiennage d'objets de valeur. Et qui a l'amabilité de nous recevoir TV5 Monde, et on précise que c'est exceptionnel évidemment, puisque comme on l'a constaté, les process de sécurité sont efficients, efficaces on l'espère, et on le croit volontiers également. Comment ça se passe lorsque l'on détient de l'or ici? On est propriétaire de son or, et il est logé donc chez Malkéamit. Alors c'est ça, c'est le point effectivement important, c'est que tous nos clients finalement signent un contrat directement avec Malkéamit, qui par la suite leur délivrera ce qu'on appelle un certificat de stockage qui mentionne leur identité. En nom propre. Absolument. Leur identité en nom propre et le numéro de série des produits. C'est finalement primordial sur notre service parce que c'est la preuve finalement que le client est propriétaire direct de ces produits. Donc là, on a 1 kilo, ça c'est un lingot qui coûte combien à peu près? On est à peu près sur 80 000 euros. 80 000 euros. Donc 1 kilo d'or au cours, alors évidemment ça évolue entre la captation de ces images, et à côté on a de l'argent également, ça c'est une pièce de 30 kilos d'argent, c'est bien ça? Voilà, on appelle ça la barre de 1000 onces en fait, donc qui est une barre industrielle. Mais finalement très apprécié des clients parce qu'ils peuvent acheter un produit avec un maximum d'onces à l'intérieur avec une prime minimum. On m'a parlé régulièrement de la pureté de l'or également et de l'or d'investissement. Quelles sont les différentes catégories? Qu'est-ce qui fait que de l'or et de l'or d'investissement? L'or d'investissement finalement répond à des critères très importants et c'est la pureté et le format. Et donc on est sur une pureté de 99,9% minimum sur l'or. Pour un lingot, et là on a ce qu'on appelle l'once d'or également. Voilà, donc la même pureté, on est simplement sur un poids plus faible. Voilà, et des pièces, alors il y a une dimension de collection un petit peu plus sur les pièces, mais sur ce qu'on comprend, c'est malgré tout le cours spot de l'or qui fait le prix de la pièce. Voilà, on reste sur un produit donc d'une once sur une pièce, par contre si ça peut être fractionné les pièces, c'est ce qui est important, demi-once, quart d'once, dixième d'once, et donc ce qui permet d'acheter plus facilement. Et de revendre plus facilement. Alors, vous gérez la revente également, ou c'est le gestionnaire qui gère la revente? Comment ça se passe si on veut revendre son or finalement? Alors, finalement, on le rachète au client, puisque le client détient son or, donc avec son contrat de stockage chez Malkéamit. Et donc, nous, on propose de racheter effectivement tous les produits qui ont été conservés dans les unités de stockage chez Malkéamit. Mais ça, c'est l'un des avantages de l'or, finalement, sur ce que nous disions en aparté précédemment, un peu partout dans le monde, c'est un marché très liquide. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de liquidité de l'or, finalement? Partout où l'on se trouve, on sait qu'il y a un repreneur pour acheter de l'or. Voilà, et dans la devise, finalement, que l'on souhaite. En dollars, en yuan, en yen. Dans toutes les devises, puisque l'or n'a pas de devise particulière. Donc, en fonction du pays de résidence fiscale où on habite, on sera soumis à des taxes.
Voilà. Et au niveau de la fiscalité, comment ça se passe? Lorsqu'on n'a pas le droit de voyager naturellement avec des quantités considérables d'or, on est obligé de déclarer son or, on est obligé de déclarer à la revente surtout son or, puisqu'il y a une taxation sur l'or. Mais il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas de TVA sur l'or d'investissement, d'accord. Sur la partie transport, on peut transporter effectivement de l'or, n'importe quel montant. Ce qu'il faut, c'est le déclarer lorsqu'on est sur un montant supérieur à 10 000 €. Mais sur des bijoux en or, il y a de la TVA donc. Voilà, on n'est pas sur le même type effectivement de produit. Là, sur l'or d'investissement, on n'a pas de TVA. Et donc, on a un produit qu'on peut transporter et si on le revend, on devra, en fonction du pays de résidence fiscale où on est, le déclarer en fonction des lois. Voilà, donc là, on a cette grosse barre d'argent, donc 30 kilos. Il y a un aspect particulièrement séduisant sur l'argent aussi aujourd'hui? C'est un produit, on va dire, plus industriel en fait. Surtout la barre de 1011 qui est imposante. Mais finalement, c'est un produit qui est très apprécié des investisseurs parce que ça leur permet d'acheter énormément de poids, finalement, de produits. Il y a du volume là. Absolument, avec une prime moins importante. Et au niveau de la revente, parce que c'est une partie essentielle évidemment, je sais qu'on est obligé, forcé, contraint de déclarer l'or que l'on revend, pas forcément l'or que l'on achète. Comment ça se passe au niveau de la revente? Sur le plan juridique, officiel, comment se déroulent les choses? Alors ça va dépendre du pays de résidence de la personne. En fait, tout est lié effectivement à son permis, Vous avez des clients internationaux, sans trahir d'origine précisément, quelle partie du monde? L'Europe, l'Asie, les États-Unis, ça va effectivement dépendre vraiment du pays de résidence fiscale. On parle de fiscalité fiscale de nos clients. Voilà. Et donc il y a... Et ils revendent régulièrement, si je puis dire? Alors ils peuvent revendre régulièrement. On a des clients qui effectivement ont eu un objectif de placement, d'investissement avec une visibilité en revendant partiellement leur stock pour pouvoir subvenir à des besoins ou des urgences. Et on a certains investisseurs qui sont sur du long terme, et donc on a plusieurs investisseurs qui n'ont jamais revendu. Voilà, c'est un peu une assurance vie en quelque sorte, mais sur de l'or. Mais donc à ce niveau-là, on imagine que ce sont plutôt les pièces qui se vendent plus régulièrement que les lingots. Pas forcément, puisque c'est vrai que les lingots ont l'avantage d'avoir des primes plus réduites. Et donc c'est-à-dire, précisément? Et on trouve des petits lingots qui ont le même poids en or que des pièces, mais avec des primes moins importantes. Et donc, et donc on achète plus de poids de matière, finalement, avec un lingot, qu'avec une pièce où la prime est plus importante à cause du façonnage. On parlait de la liquidité du marché, donc au niveau de la rapidité, comment ça se passe si on a un coup dur, un imprévu, on a de l'argent mobilisé en or, comment est-ce qu'on fait pour le revendre? Est-ce qu'on est certain donc de pouvoir retrouver son argent rapidement? Alors ça fait partie des services effectivement que nous proposons, c'est-à-dire que comme tous les produits ont été conservés dans les unités de stockage de notre partenaire, on peut apporter, nous, la liquidité de l'investissement de nos clients en rachetant tous les produits. Parce que la traçabilité est garantie. Donc si le client a acheté son or par votre intermédiaire, mais qu'il l'a stocké chez lui, la traçabilité est interrompue pour ainsi dire. Et comment ça se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prouver que son or est bien de l'or? Alors généralement, les clients s'adressent à ce qu'on appelle des comptoirs physiques qui sont disponibles dans chaque ville, chaque pays. Et donc ils font estimer leurs produits et finalement on est sur un rapport commercial. L'acheteur va proposer un prix par rapport effectivement au prix LBMA et puis la prime du produit. Voilà. Donc là, je précisais que c'est une exception aujourd'hui, mais sinon, personne n'a accès au coffre ici. Alors, chaque client, finalement, qui a signé son contrat avec Malkahmit et qui devient propriétaire en nom propre de ces métaux, a un accès direct au coffre. Et c'est ce qui fait la particularité de notre service et une grosse différence avec les autres acteurs du marché. En tant que propriétaire direct... Vous, gérer l'achat et la revente, n'avez pas accès à l'or de vos clients? Non, on ne l'a pas effectivement tant que le client est propriétaire de ses produits. S'il nous revend les produits, effectivement, il y a un changement de propriétaire et donc on redevient propriétaire des produits. Mais ce qui est important de noter, c'est vraiment donc la propriété légale, finalement, la détention légale du client. Et à chaque moment, effectivement, il peut se rendre, lui, directement au coffre de Malkahmit pour inspecter ou retirer ces lingots sans la présence d'aucun membre de Goldbroker. Donc c'est cet accès direct au coffre, finalement.
Alors la question qui vient finalement, c'est pour un investisseur, comment bien choisir ces lingots? Le plus traditionnel, c'est le lingot d'1 kilo. Alors en effet, le lingot, lui, est la forme préférée des investisseurs, car il a une prime plus intéressante. On rappelle que la prime, elle, c'est la différence entre la valeur du métal contenu dans le produit et son prix de vente. D'accord ? Les pièces d'investissement ont des caractéristiques particulières et un design, comme on le voit, plus travaillé, ce qui se traduit forcément par des primes plus importantes. Ce qu'on note finalement, c'est que plus la taille du lingot est grande, plus la prime est réduite. Et donc l'achat de petits lingots, comme le 1 once ou le 100 grammes, permet d'investir en plusieurs fois et donc de fractionner finalement son investissement. Et donc par la suite de revendre partiellement son stock en cas de besoin de liquidité, on va dire, urgente. Donc le choix des produits, généralement, dépend du profil de l'investisseur, du montant de son investissement et de sa stratégie finalement de placement. Pour poursuivre sur ces sujets d'or, de monnaie et de finance, nous sommes également allés à la rencontre de Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Jean-Claude Trichet, bonjour. Vous avez été banquier central, je crois que c'est ce qui vous qualifie le mieux, et vous arrivez avec un livre, un ouvrage, La bonne gouvernance, sous la direction de Jean-Claude Trichet, 3 anciens premiers ministres, pour parler notamment d'éthique en quelque sorte, en politique, et de l'avenir de ce monde. Ce monde qui a été sur le plan monétaire régi par l'or durant une certaine période, est-ce que l'or, pour entrer dans le vif du sujet, est totalement démonétisé aujourd'hui ? Alors pour le coup, il n'est pas question vraiment d'or dans le livre, par ailleurs. Dans le livre, il est question de bonne gouvernance, et c'est parce que ça a été, au moment où j'étais le président de l'Académie des sciences morales et politiques, donc l'année 2023, le thème que nous avons choisi pour travailler. Et donc on a là, en effet, les exposés et les conférences prononcées par des personnalités ultra éminentes qui ont bien voulu nous dire quelle était leur conception de la bonne gouvernance. Absolument. Quant à l'heure, alors je dois dire que il a été au cœur du système monétaire international, bien sûr. Après la Deuxième Guerre mondiale, il est resté pendant un certain temps au cœur du système monétaire international, mais sous l'angle du dollar convertible en or. Jusqu'en 1971. Jusqu'au moment où le système dit de Bretton Woods sur le plan monétaire a explosé. En tout cas, la fin de la convertibilité décidée par Richard Nixon. Absolument. Et bien entendu, les dépenses militaires de la guerre au Vietnam ont été très importantes, mais au total, là, on a basculé dans un système qui n'avait plus d'encre. Pas d'encre or, pas d'encre dollar, mais le flottement généralisé des monnaies. Et progressivement, et ça me paraît très très important, l'idée selon laquelle on avait quand même besoin d'encre sur le plan monétaire est née. Les Européens ont maintenu un système monétaire européen un peu organisé entre eux. Ça a flotté complètement dans le monde jusqu'au moment où un certain nombre de monnaies, de banques centrales ou de pays ont dit il serait bon que l'on dise quelle est la bonne stabilité monétaire à moyen et long terme. Et là, nous arrivons à un concept qui vous est cher, je le sais, la stabilité des prix. La stabilité des prix en fonction des États, partout dans le monde. Absolument. On a donc vu naître, si vous voulez, cette idée de ciblage direct de l'inflation, c'est-à-dire d'ancrage, si possible, dans les meilleures conditions possibles, des anticipations d'inflation que pouvaient faire l'ensemble des agents économiques, les ménages et tous les agents économiques, pour essayer de faire en sorte de tout organiser en quelque sorte en fonction de ce qu'allait être l'inflation à moyen long terme. Les Européens ont été, de ce point de vue-là, assez déterminants. La Banque Centrale Européenne, la Banque de France avant la Banque Centrale Européenne, la Bundesbank, ont mis en œuvre, si vous voulez, cette idée de la stabilité monétaire affichée dans une perspective de moyen terme. En l'occurrence, en Europe, à la Banque Centrale Européenne, on a choisi moins de 2%, puis près de 2%. Mais le chiffre
2 étaient prononcés. Absolument. Et après Lehman Brothers, après la très grande crise financière, les États-Unis et le Japon, l'Angleterre nous avait déjà rejoints à l'époque où elle pensait adhérer à la monnaie unique, donc avant Lehman Brothers, et puis après Lehman Brothers, la conclusion qu'en ont tiré les Américains et les Japonais était qu'il y avait un grand intérêt à ne pas rester dans le flou s'agissant de l'inflation future, mais d'ancrer les anticipations aussi autour de 2%. Absolument. Alors aujourd'hui, on entend de plus en plus allègrement parler des crypto-monnaies, des cryptocurrencies, du côté des USA, notamment avec Donald Trump qui prétend vouloir faire des États-Unis la capitale des crypto-monnaies. Il y a une crypto-monnaie qui domine en termes de market cap, de capitalisation, de volume, c'est le Bitcoin. En tant qu'ancien banquier central, justement, président de la BCE, gouverneur de la Banque de France, comment est-ce que vous accueillez, vous percevez les crypto-monnaies et le Bitcoin ? Alors, je vais vous répondre immédiatement, bien sûr, sur les crypto-monnaies, puis je reviendrai un tout petit peu sur le système monétaire international. Crypto-monnaies, je crois qu'il faut bien faire le départ entre des crypto-monnaies qui elles-mêmes n'ont aucun désir, disons, d'assurer la stabilité de leur valeur dans une perspective de moyen terme, et les crypto-monnaies qui sont adossées à des monnaies stables. Et là, on parle des stablecoins. On parle, en effet, dans le jargon anglo-saxon, des monnaies stables, des stablecoins, comme vous venez de dire, qui peuvent être ancrées sur une monnaie, l'euro, le dollar, parfois, le dollar, ou un panier de monnaie. Ouais. Les monnaies totalement, sans aucune velléité, disons, de garantir leur valeur dans une perspective de long terme, le Bitcoin en est, me paraissent usurper le nom de monnaie, évidemment. Comme vous savez, la monnaie, selon Aristote, et on n'a pas trouvé de meilleure définition. Les trois principes fondateurs. Les trois fonctions, disons, de la monnaie, à savoir un bon instrument pour les échanges, un bon instrument pour la comptabilité, et puis un bon instrument de conservation de la valeur. Mais il faut qu'une monnaie ait cours légal également, c'est-à-dire qu'elle soit qu'un État ou un regroupement d'États, pour ce qui est de l'euro, pour une zone monétaire, décide qu'une monnaie a cours légal. Donc les crypto-monnaies sont plutôt des monnaies privées finalement, des monnaies parallèles qui se sont fait leur place au gré de leur évolution finalement. C'est plus complexe que ça parce que de grandes banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, la Banque centrale chinoise, ont l'intention d'avoir leur propre crypto-monnaie, c'est-à-dire d'émettre de manière cryptique, si je puis dire, des monnaies numériques de banque centrale. Leur propre monnaie, la monnaie qu'elles émettent. Donc c'est un monde, si vous voulez, qui devient complexe. Il y aura, ce n'est pas encore vraiment le cas, mais il y aura les monnaies, les crypto-monnaies émises par les banques centrales elles-mêmes, donc on peut imaginer le crypto renminbi, le crypto euro, et demain peut-être, mais ce n'est pas encore le cas sans être évidemment dans l'esprit de la Banque centrale américaine. Mais ils n'ont pas l'intention. Ils sont plus réticents en tout cas évidemment parce que le dollar, la monnaie américaine, a une hégémonie supérieure à celle des autres monnaies. Mais la crypto-monnaie émise par la Fédérale Réserve serait du dollar, donc absolument. Non, ce n'est pas. Mais ce serait du dollar qui serait régi par une technologie, pour être tout à fait didactique pour les téléspectateurs, qui est la technologie blockchain, qui encadre les crypto-monnaies. Ce serait surtout ça la singularité. Mais ça ne change rien du tout à la nature, disons, de la monnaie. Et bien entendu, la Banque centrale européenne, qui avance sur ce terrain, n'a aucune envie d'émettre une monnaie qui ne soit pas de l'euro. Simplement, au lieu d'avoir de l'euro sous forme de billet de banque, vous aurez de l'euro sous forme de crypto-euro. Mais ce sera la même monnaie, évidemment, totalement la même monnaie. Pour revenir au système financier, qu'est-ce qui manque au système aujourd'hui pour avoir une bonne gouvernance, justement, et quelles sont vos préconisations ? Alors, Jean, là je reviens un instant donc sur le système monétaire international d'abord, et ensuite sur le système financier. Le fait que les 4 grandes banques centrales qui émettent les 4 grandes monnaies des pays avancés qui sont dans le panier des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, qui est en réalité le cœur du système monétaire international. Le fait que ces 4 banques centrales aient la même définition de la stabilité des prix, 2%, est pour moi l'événement le plus important. Donc en 2012 et 2013, on a eu ces décisions américaines et japonaises
complétant la décision de la Banque Centrale Européenne et de la Banque d'Angleterre. Et donc là, on a un nouveau système monétaire international qui n'est plus ancré sur l'or, qui n'est plus ancré sur le dollar, mais qui est ancré sur la volonté affirmée d'assurer la stabilité des prix autour de 2% à moyen long terme. Donc c'est pour moi la plus importante modification structurelle du système monétaire international depuis l'explosion de Bretton Woods que nous évoquions il y a un instant. Que nous convoquions absolument, qui repose donc sur une relative bonne entente, en tout cas entre les États-Unis, l'Europe, la zone euro, la Banque d'Angleterre et du côté asiatique également, la Chine. Si vous voulez, encore une fois, c'est une réforme considérable, mais qui n'a pas été pré-négociée entre les différentes banques centrales ou les différents gouvernements. Il se trouve qu'il y a eu convergence conceptuelle de la part de ces grandes banques centrales après l'expérience malheureuse, évidemment, de Lehman Brothers, de la très grande crise financière qui avait plongé le monde dans un désordre considérable. Donc l'idée selon laquelle il était bon de pouvoir ancrer toutes les anticipations est une idée qui est apparue naturelle, progressivement. Mais il n'y a pas eu de pré-négociation, il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas de traité. C'est pour ça que c'est une réforme structurelle qui me paraît un peu unique, si vous voulez, converger sur la même définition de la stabilité des prix et de manière volontaire au niveau des grandes banques centrales. J'ajoute que le renminbi, qui est la 5e monnaie dans le panier des droits de tirage spéciaux, est elle-même parfaitement compatible avec cette définition de la stabilité des prix. Comme vous le savez, l'inflation en Chine aujourd'hui est extrêmement faible. Bien sûr. Alors il y a une partie du monde qui émerge, on parlait de pays émergents il y a encore quelques années, les Émirats Arabes Unis notamment, l'Arabie Saoudite, le Qatar, des pays qui sont parfois très riches aujourd'hui et vers lesquels il semble y avoir beaucoup de mouvements de capitaux, beaucoup de capitaux. Comment est-ce que vous observez cela et est-ce que ces pays vont représenter finalement un petit peu un socle de la finance de demain, pour ainsi dire? On a des pays que vous avez cités qui ont des excédents de balance des paiements courants colossaux parce qu'ils ont une rente. Ils exportent beaucoup de pétrole. Une rente pétrolière, une rente gazière tout à fait considérable. Et on songe évidemment au Golfe, à l'Arabie Saoudite et à un certain nombre d'autres pays aussi en Afrique. Alors là, ce qu'ils font pour le moment, tel que je le comprends, et je crois que on les connaît un peu, ces pays, ils ont la volonté de préparer l'après-rente fossile. Et donc, ils mettent de côté leur argent. Peut-être d'être un petit peu les architectes, finalement, du système de demain, pour pouvoir encadrer une forme de nouvelle finance. Ils entendent surtout, me semble-t-il, assurer demain, quand il n'y aura plus de rente pétrolière, la possibilité de continuer d'avoir un niveau de vie élevé. Ils le font remarquablement, ils sont dans l'ensemble très bien gérés et ont des fonds souverains qui sont là pour assurer précisément à leur propre peuple le même type, disons, de niveau de vie élevé que celui qu'ils ont actuellement grâce à la rente pétrolière. Je voudrais revenir sur le début de notre discussion et sur le rôle de l'or dans la monnaie, dans le système financier. Beaucoup de banques centrales des pays du sud global, des pays occidentaux, se procurent de l'or aujourd'hui. Pourquoi les banques centrales ont toujours un gros appétit d'or, qui n'est plus une monnaie, qui n'a plus de rôle monétaire? Alors, l'or, en effet, du point de vue d'un certain nombre de banques centrales, notamment les banques centrales des pays émergents, qui sont en train de se constituer en quelque sorte des réserves de change, entendent diversifier leurs réserves de change en ayant une fraction en monnaie convertible, bien entendu, et là, il est essentiel pour les monnaies qui aspirent à être de grandes monnaies internationales d'être convertibles, ce qui n'est pas encore le cas du renminbi, mais sera le cas du renminbi à mon avis. Et puis, ils peuvent investir dans d'autres valeurs, y compris d'ailleurs des valeurs négociables privées, et de l'or. Alors, pourquoi de l'or ? L'or conserve d'une certaine manière une certaine valeur monétaire. Je dirais, théoriquement, on peut dire que l'or serait la liquidité ultime
s'il y avait des événements absolument abominables donc, dans le monde. Selon vous, c'est très intéressant, Jean-Claude Trichet, ancien banquier central, l'or restera une forme d'unité de mesure intemporelle de la valeur et suivra les différents cours des différentes valeurs durant les années qui viennent. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne crois pas du tout que l'or puisse être une encre dans quelque système que ce soit. Je dis simplement que l'or est considéré par un certain nombre de banques centrales comme étant un élément de diversification, un peu comme un portefeuille privé dirait j'ai besoin aussi de matières premières, si vous voulez. C'est une question de diversification patrimoniale, mais ça n'assimile absolument pas l'or à un ancrage monétaire quelconque, à mon avis, plus du tout, c'est terminé. L'ancrage monétaire, c'est les 2%, si vous voulez. Voilà, c'est la stabilité des prix entre les différentes... Voilà, c'est ça. On a une encre qui est une encre arithmétique en quelque sorte. Et je crois assez profondément, comme je vous l'ai dit, que c'est un élément essentiel. L'or, lui, alors, dans une perspective stratégique, l'or de Fort Knox, par exemple, aux États-Unis, est une sorte de réserve stratégique qui correspondrait à des périodes vraiment dramatiques dans l'économie mondiale, où les monnaies scripturales elles-mêmes valseraient parce que nous serions... Je ne veux pas imaginer cette hypothèse, mais enfin, c'est une hypothèse qui est à l'horizon d'un certain nombre de réflexions stratégiques. Et je n'ai pas d'autre explication pour l'or qui demeure à Fort Knox. Jean-Claude Trichet, merci d'être venu jusqu'à nous. Et on rappelle cet ouvrage sous la direction donc de Jean-Claude Trichet de l'Académie des sciences morales et politiques, La bonne gouvernance. Merci à vous. Merci, c'était très intéressant.